Olympisme, une histoire du monde. C'est une exposition qui traite de 130 ans d'olympisme, depuis la naissance du mouvement olympique en 1894 à la Sorbonne à Paris. Cette histoire, c'est 33 Olympiades, 30 Jeux olympiques. La guerre a interrompu quelques Jeux olympiques. Et cette histoire, elle est au croisement de deux grandes idées. La première, c'est l'histoire du sport, l'histoire des Jeux olympiques, l'histoire de ces Olympiades qui, pays après pays, vont fabriquer l'histoire du monde. Mais en même temps, c'est la grande histoire, les guerres, les crises, les revendications, l'égalité, les combats pour les minorités pour exister dans l'espace olympique, la guerre froide aussi, et puis le passage de l'amateurisme au professionnalisme. L'idée, à travers 130 ans d'histoire, c'est de raconter l'histoire du monde en fait. C'est d'arriver à emmener le public pour arriver à travers 6 grandes parties qui commencent en 1896, qui sont rythmées par les guerres, qui sont rythmées par l'entre-deux de la guerre froide et le moment où les professionnels, après la guerre froide et après la chute du mur et la fin de l'apartheid, rentrent dans un temps de modernité où aussi le monde du professionnel, des professionnels sportifs et aussi du monde de l'argent et des grands enjeux sur les débats des co-responsabilités de devenir des Jeux s'installent. Et puis enfin, terminé par les 4 dernières Olympiades, la nôtre, celle de 2024, mais aussi Rio, Londres, qui nous permettent de raconter les derniers temps, où cette fois-ci, le rapport à l'image, le rapport à l'actualité, le rapport au regard sur les Jeux se passe sur nos portables, nos iPhones. 3 milliards, 4 milliards de personnes suivront l'inauguration des Jeux en 2024. El Wafi, le médaillé d'or, le premier maghrébin, le premier algérien médaillé d'or en 1928 aux Jeux d'Amsterdam. Johnny Weissmuller, qui n'aurait jamais dû être à Paris. Vous découvrirez pourquoi en 1924. Les Jeux de Berlin avec Jesse Owens, les Jeux de 68 avec les points levés de Carlos et Smith. Nadia Comaneci qui marque les Jeux de 76 et qui nous font des fois un peu oublier le premier grand boycott des Jeux avec les sportifs africains et africaines qui boycottent les Jeux. Toute cette histoire, vous la retrouverez jusqu'aux Jeux contemporains d'aujourd'hui, de maintenant, de 2024. Cette histoire, olympisme, une histoire du monde, c'est d'une certaine manière notre histoire, une grande histoire, et qui démontre que le sport, l'olympisme, raconte aussi une histoire bien plus complexe que simplement courir dans les stades, nager dans les piscines ou jeter des javelots. L'exposition, elle met justement l'accent, en parallèle des Jeux olympiques proprement dit, sur les Jeux qui sont créés, mis en place par des groupes sociaux, des communautés, parfois des régimes aussi nationaux, pour revendiquer par cette force du modèle olympique qui est un espace de visibilité, l'égalité, la reconnaissance de leurs droits. C'est par exemple en 1924 des Jeux dont on fête aussi le centenaire, les premiers Jeux internationaux silencieux qui se tiennent tout près du Palais de la Porte Dorée, qui n'existe pas encore, au Stade Pershing à Vincennes. C'est les Jeux des personnes sourdes, fondés par le Pierre de Coubertin du mouvement sportif sourd Rubin Alquet. C'est par exemple aussi toute la conquête du sport de haut niveau par les personnes en situation de handicap. Très tôt, dès les Jeux de 1904 à Saint-Louis, on montre dans l'exposition que des personnes en situation de handicap participe. Georges Heiser est amputé d'une jambe, il participe aux Jeux olympiques au sein d'une équipe de valides. Puis, petit à petit, notamment en raison des guerres et de la mutilation des corps blessés, le sport apparaît comme un vecteur de reconstruction physique et mentale des individus. Après la Seconde Guerre mondiale, les Jeux de Stoke-Mandeville, du nom de l'hôpital proche des Jeux olympiques de Londres, qui s'y tiennent en 1948, permet à des personnes en situation de handicap physique de participer à des épreuves. Ce sont les ancêtres des Jeux paralympiques dont la première édition est aujourd'hui reconnue officiellement par le CIO en 1960. Dans l'exposition, on trouve une variété d'œuvres d'art, d'objets, de documents d'archives. Et en 1960, dans l'édition des Jeux Olympiques de Rome, une œuvre d'art vidéo de Nina Fischer et Marwan El-Sani consacrée à la victoire du marathonien éthiopien Abebe Bikila au marathon sous l'arc de Constantin, une victoire sportive incroyable pour un participant qui n'était pas censé prendre part au jeu, qui a remplacé un compatriote blessé à la dernière minute et qui, pieds nus, vient remporter ce marathon dont
la résonance médiatique dépasse beaucoup l'exploit sportif puisqu'il gagne sous l'arc de Constantin, là où en 1935, Benito Mussolini déclare la guerre à l'Éthiopie. Personnellement, il y a 2 moments qui me marquent. Là, au lendemain de la chute du mur et de la fin de l'apartheid, Toulouse et Meyer. Elles sont aux 10 000 mètres. Elles font une course exceptionnelle. Toutes les 2 vont être médaillées. Et en fin de compte, elles prennent le drapeau de leur pays respectif. L'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Et elles font ce célèbre tour du stade, ensemble, qui vient sceller une réconciliation que seul le monde du sport peut marquer pour que en fin de compte, le regard du monde se porte sur elles. Et ce moment, il est énorme dans l'exposition. On voit cette photo, leurs 2 drapeaux flottent au vent. Elles sont toutes les 2 en train de courir et elles symbolisent l'une pour l'Éthiopie, un des rares pays non colonisés en Afrique, l'autre pour l'Afrique du Sud, jeune femme blanche, une histoire commune qui d'un seul coup devient fusion. On adore cette image dans l'exposition, moi comme tout le commissariat, parce qu'elle symbolise un moment, elle a quelque part la bascule d'une histoire. Et puis, un autre personnage que j'adore, Constantin Henriques. L'équipe de France de rugby manque de joueurs. Et à l'époque, on peut participer pour un pays sans avoir la nationalité de son pays. Et oui, c'est un des éléments étranges avant la Première Guerre mondiale de l'olympisme. L'important, ce n'est pas de participer pour son pays, c'est de participer pour l'équipe d'un pays. Et Constantin Henriques est un étudiant haïtien. Il fait des études de médecine et il est à Paris et il joue au rugby. Comme beaucoup dans les élites, en fin de compte, bourgeoises de l'époque. Et c'est un bourgeois haïtien qui est à Paris. Et il manque un joueur, voire même plusieurs, pour l'équipe de France de rugby. On va le chercher. Et il va participer aux Jeux, non pas sous les couleurs d'Haïti, mais sous les couleurs de la France. Et il va gagner la médaille d'or avec la France en rugby. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait peu de temps qu'on a identifié ce personnage qui, sur la photo, est noir. Qui est-il? Constantin Henriques, en dehors d'être un grand champion français, d'un grand champion haïtien, est tout simplement le premier médaillé noir de l'histoire de l'olympisme. On est en 1900, on est à Paris. Les premiers Jeux que la France va accueillir, il y a maintenant 124 ans, et l'histoire de Constantin Henriques est dans l'exposition Olympisme, une histoire du monde.